Et on commence par ces images. Regardez l'exposition Toutankhamon à la Villette à Paris. Et vous y étiez évidemment, Juliette Smeralda, bonsoir. Bonsoir. L'Égypte n'a aucun secret pour vous et vous le partagez dans cet ouvrage, Cheveux d'appoint, perruques, tissage, rajout, de l'Égypte antique à nos jours aux éditions Assamala. Question pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Toutankhamon, est-ce que le célèbre pharaon était noir ? Eh bien, c'est justement la question, on va dire, problématique par rapport aux égyptologues occidentaux qui soutiennent qu'il était blanc ou qu'il était métis. Mais pour vous? Et pour moi, je crois que j'ai tranché dans l'ouvrage. J'ai fait le choix de... Bah, dites-le aux téléspectateurs. Non, Alors. pour moi, Toutankhamon, ben, quand on voit ses parents, c'est ce qu'on appelle un kamite aujourd'hui, un Remetou de l'Égypte antique, parce que les Égyptiens Un kamite, anciens, un négro c'est africain. un Africain noir, comme on veut, mais il s'était donné des noms. Et les Égyptiens anciens s'appelaient en réalité des Remetou. Donc j'ai utilisé bien le vocabulaire que eux utilisaient aussi pour se désigner. Alors, selon vous, il était noir, tout comme l'ensemble de l'Égypte Comme ancienne, en l'ensemble fait. de, oui, si on considère la question à partir des dynasties, toutes les premières dynasties sont négro-africaines, elles sont kamites, elles sont remetou, et puis à partir des invasions qui arrivent bien plus tard, quelques millénaires plus tard, ben, il y a des métissages en effet. Alors, comment expliquer cette interview du Point? Vous en parlez dans votre livre, Le Point daté du 11 avril 2019, lors de l'expo Toutankhamon à la Villette. Celle de l'égyptologue française Bénédicte Loyer, Toutankhamon, nouvelle victime du complotisme, point d'interrogation, où elle remet en cause l'africanité noire de l'Égypte antique. Théorie farfelue, complot noir, dit-elle, émise par des africano-centristes. Comment vous réagissez à cela? Mais je suis étonnée. J'ai l'impression que dans le monde de la recherche, beaucoup de ce type de ces problématiques avaient été résolues. En tout cas, qu'on avait, avec de grands chercheurs, fait un état des lieux, qu'il y avait eu le colloque du Caire, que Cheikh Anta Diop avait posé des bases de l'africanité, enfin, en tout cas, la camité des Remetou. Et puis là, on a l'impression que ben, c'est une jeune chercheure, hein, une jeune égyptologue. On a l'impression que, eh bien, on régresse un peu dans des savoirs qui étaient bien établis, eh bien qu'on revient à des débats qui sont vraiment, à mon avis, dépassés et qu'il nous faudrait dépasser. Et donc, à l'aune de cette, la difficulté qu'on a eue d'accepter que Toutankhamon soit blanc lors de cette exposition, eh bien, on a vu se révéler en fait un corps de chercheurs, d'égyptologues qui continuent à penser, à véhiculer l'idée que l'Égypte était sinon blanche, au moins métisse. Mais peut-être que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pris en compte le temps, comme vous le disiez, cette dynastie. Ils ne citent les Noirs que sous la 25e dynastie. C'est peut-être ça l'explication. Mais c'est ça le problème. Mais aussi, les Kamites le croient aussi. Beaucoup de Kamites pensent que l'Égypte, que le noir n'apparaît dans la lignée des pharaons que sous la 25e ou 26e dynastie. Mais oui, l'idée que, enfin, ce qui m'a intéressé dans la déconstruction de ces problématiques qui, à mon avis, sont dures et de manière inconsidérée, c'était de reprendre la problématique en hiérarchisant les dynasties et en cherchant les phénotypes qui étaient dominants à chaque dynastie, sous chaque dynastie. Pour construire ce livre, justement, vous avez pris en compte le témoignage de plusieurs experts en la matière. Comment on fabrique un livre comme celui-ci? C'est une chose compliquée. J'ai dû faire une école d'égyptologie aussi pour bien comprendre d'abord les dynasties, la vision qu'avaient les Égyptiens ou les Remetou de leur esthétique, de leur corps, et tout ce que je trouve, bien sûr, en m'inspirant de beaucoup des travaux de Cheikh Anta Diop, mais de beaucoup d'autres chercheurs, y compris des Occidentaux. Et il s'agissait de montrer qu'à travers l'esthétique,
qu'on ne pouvait pas avoir créé une esthétique qui prenait en compte la spécificité du cheveu crépus et de la peau noire si on ne le portait pas, on ne les portait pas à soi-même. Donc pour moi, c'est les problématiques qui remettent en cause, entre guillemets, la race des Égyptiens sont des problématiques qui font l'impasse sur des choses qui sont, j'allais dire, basiques, essentielles et qui crèvent les yeux quand on décide de regarder qui habitait cette partie de l'Égypte, enfin c'est du continent africain. Donc le cheveu aussi est un enjeu politique. Non, mais c'est pour cela que je suis partie de la texture du cheveu. Et en parlant de l'esthétique capillaire, je vais donc montrer que les pharaons et tous les, si vous voulez, les premières dynasties jusqu'à la 18e dynastie, même si à partir de là, on voit se dessiner des figures métisses, mais on est essentiellement chez les Noirs, aux cheveux crépus et à la peau noire. Question, le nez cassé du sphinx de Gizeh. Est-ce que vous avez la réponse? Non, on n'a pas de réponse. Et puis il y a plusieurs hypothèses en tout cas. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais il y a en tout cas des chercheurs s'occupent aujourd'hui de comprendre pourquoi justement tous les pharaons noirs, nègres, comme on veut, ont le nez cassé. Et puisque ce sont d'ailleurs les Européens qui ont établi que les traits négroïdes, entre guillemets, étaient donc les nez épatés et les grosses lèvres, etc. Donc du coup, comme ils sont tous cassés aujourd'hui et qu'il est question de remettre en cause justement la camité des Remetou, eh bien la question se pose. Pourquoi est-ce que les nez sont cassés? Donc il y a des chercheurs qui s'occupent de nous trouver des réponses, à mon avis, qui sont des réponses scientifiques. Voilà, parce que certains parlent même d'imposture scientifique, un blanchiment pathologique des héritiers de l'Égypte, un déni des Blancs. Pour Ivan Van Sertima, il s'agit d'un génocide culturel. En gros, l'histoire conventionnelle a ignoré les débats africains et leurs contributions, tout simplement. Mais jusqu'aux mathématiques, jusqu'aux momifications. Mais quand vous prenez les questions qui se posent aujourd'hui sur l'Égypte, sur l'apport des Noirs à la civilisation, on est toujours dans des débats très éculés, un refus assez systématique de reconnaître l'apport des Noirs au monde. Et franchement, quand j'ai fait le choix de partir des premières dynasties en travaillant sur l'esthétique capillaire et puis beaucoup d'autres aspects, hein, le parfum, les coiffures, le rasage du crâne, la coloration des cheveux, le maquillage. On remonte donc aux Remetou, qui sont ceux-là qui apportent, au-delà des mathématiques, etc., qui apportent leur conception de l'esthétique au monde. Et le monde entier s'inspire de cette esthétique et est aujourd'hui, c'est une esthétique qui est pratiquée partout où on va. Donc, il s'agit de bien casser le mythe du métissage du Remetou, d'accepter qu'il était donc un personnage négroïde, si on veut. Ce sont des mots horribles inventés par les Occidentaux, mais en tout cas, on revient au terme kamite pour dire que donc il est investi d'une vision du monde, d'une spiritualité, d'une esthétique et d'un corps qui médiatise un peu sa présence au monde et sa vision de ce qu'est pour lui un environnement où il n'est pas dans des luttes raciales, dans une remise en cause. Et d'où l'importance du cheveu pour réhabiliter le peuple noir dans l'histoire de son continent. Juliette Esmeralda, merci. Je rappelle votre livre Cheveux d'appoint, perruque, tissage, rajout de l'Égypte antique à nos jours aux éditions Assamala. Voilà, fin de ce journal. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité.